sont cons. Hey! Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous foutez chez moi? Bonjour, monsieur Gégé Rangère. Permettez-moi de me présenter, je suis le représentant créatif de votre chaîne YouTube. Ah ouais. Putain, j'écris vraiment des personnages de merde des fois. Pardon? Hein? Non, rien, non. Du coup, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu m'emmerder, représentant créatif de ma communauté YouTube. Bon, rentrons dans le vif du sujet, monsieur Gégé Rangère, vous vous laissez mourir. Comment vous dire ça? Simplement, en 2017, vous avez sorti pas moins de 7 vidéos. Des émissions basées sur un concept original qui a plutôt bien marché et qui a lancé auprès de vos proches, en tout cas, votre chaîne YouTube. En 2018, votre chaîne a pris un autre tournant, et vous avez fait 3 courts-métrages, de tailles sensiblement différentes. Une démarche qui a fait plutôt du bien à votre chaîne, et qui ne cesse de croître jusqu'à aujourd'hui, du coup, bien joué. Par contre, en 2019, rien. Si ce n'est 3 petites vidéos qui sont quand même qualitatives et plus travaillées, mais ça ne reste que 3 vidéos sur l'échelle d'une année entière. Et comme on est au mois de février de 2020, et que vous n'avez toujours rien fait, je me demandais si visiblement, à un moment, vous allez songer, peut-être éventuellement, à vous bouger le cul. Ça va, commencez pas à jouer avec mes couilles. Déjà, il faut savoir que j'étais pas mal débordé. Entre d'abord un incendie, puis ensuite il y a eu le travail, il y a eu les études, il y a eu des projets un petit peu trop ambitieux, c'est vrai, et qui du coup ont échoué, mais j'ai pas chômé non plus, attention. Puis concernant YouTube, je sais pas, je pense que je me suis perdu, je me demande encore quelle est ma place dans tout ça, et dans un monde critique qui évolue sans cesse, et avec de super youtubeurs face auxquels je ne peux rien faire, je me demande si mon succès mérite encore que j'échoue 1000 fois avant que ça marche. Et ça, c'est pour avoir essayé de jouer sur l'émotion pour vous justifier. C'est bas comme stratégie, monsieur Gégé Rangère. On vous a connu dans nos meilleurs jours. En plus, vous n'êtes pas à votre coup d'essai. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Je ne pense pas que jouer sur l'émotion et que vos piètres excuses fonctionnent réellement et soient la véritable raison pour laquelle vous avez arrêté. Je pense qu'il y a plus derrière cela de la flemmardise et une envie moins grande de travailler. Et je trouve ça triste. Vraiment, vraiment. Entre jeux vidéo, cinéma, animation, manga, littérature, musique, théâtre, je ne pense pas que qui que ce soit puisse y être devenu insensible. Encore moins quelqu'un comme vous. Vous vous souvenez de votre passion? Vous vous souvenez des premières vidéos où on sentait l'authenticité, la volonté de partager un véritable amour pour l'art? Aujourd'hui, tout est dissous. Fini. Tout est parti. Et puis, franchement, réfléchissez-y 2 secondes. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui soit sorti récemment, une œuvre quelconque qui vous a vraiment donné du travail, sur laquelle vous avez envie de parler, qui vous a donné envie de brandir un étendard adressé au monde? Il y a quand même eu un truc, on va pas se mentir. Ah, bah très bien, de quoi il s'agit? Salut à tous, ici Gégé Rangère et bienvenue dans cette vidéo dédiée au Joker de Todd Phillips. The clouds. Joker est un film réalisé par Todd Phillips et sorti le 9 octobre 2019. En tête d'affiche, Joaquin Phoenix, un acteur émérite qui aura travaillé sur de nombreux chefs-d'œuvre du cinéma. Le film nous narre une origin story assez inédite, plutôt loin de celle qu'on peut trouver dans l'univers vaste de DC Comics, d'où le personnage du Joker est issu. Et par ailleurs, quelques zones floues subsistent quant à l'insertion du film dans un univers cinématographique. Et ce n'est pas plus mal en soi.
Parce que oui, on a quand même vu assez clairement DC Comics se casser la gueule avec leur tentative de construction d'un univers étendu à la sauce Marvel. Donc moi je dis pourquoi pas nous sortir des films indépendants qui seraient juste de bons films en soi avant d'être des bouts de puzzle. En parlant d'univers, je me dis que ça peut être assez intéressant d'entrer dans le film en partant d'abord du contexte. Petit point historique. Créé par Jenny Robinson, Bill Finger et Bob Kane afin de servir d'antagoniste au premier comics Batman, et en s'inspirant de la puissance graphique du personnage de l'homme qui rit de 1928 réalisé par Paul Leni, il est rapidement devenu un antagoniste important de l'univers de Batman, et de multiples auteurs tels que Frank Miller ou encore Alan Moore n'hésiteront pas à étoffer les valeurs profondément chaotiques qu'incarne le personnage à travers deux œuvres majeures de l'univers des comics. The Killing Joke et Dark Knight Returns. La popularité de ces œuvres a amené rapidement la considération du Joker comme antithèse, non plus de Batman, mais de l'idée de super-héros. Avec une dimension quasi politique, s'inscrivant dans une anarchie quasi totale, un nihilisme profond et une violence sans pareil, dans une société où tout va mal. Et c'est plus ou moins sur cette base-là que va naître un autre Joker, celui du Dark Knight de Christopher Nolan. Let's put a smile on that face. And why so serious? Heath Ledger, un chaos pur. Résultat d'une folie alimentée par un monde en déperdition. Son statut de fou lui permet d'ailleurs une prise de recul débouchant sur le constat d'une chose. C'est ce monde qui est fou, pas moi. D'ailleurs, vous pouvez tous le devenir. Il représente en une entité ce contre quoi luttent tous les héros. Pas seulement les super-héros qui luttent contre des vilains, mais aussi le héros quotidien qui aide son prochain. Voilà rapidement le statut du Joker avant la sortie du film de Todd Phillips. Mais il y a eu aussi un autre Joker, qui n'est pas hyper apprécié et il faut quand même que j'en parle. Le Joker de Heath Ledger a fait un petit peu office de proue dans le monde cinématographique pour représenter ce personnage. Avant, il y a eu le Joker de Jack Nicholson, qui est un petit peu plus nuancé mais qui reste quand même dans la zone de confort de Jack Nicholson, hein, sans vraiment prendre de risques. Et aujourd'hui, il y a eu aussi le problématique Joker de Jared Leto dans le film Suicide Squad. Joker dans son itération Suicide Squad, et tous les défauts qu'il embarque font preuve d'une réelle incompréhension des puissances caractérisantes du personnage que j'ai cité plus tôt. Le Joker se doit d'être loin d'un archétype de méchant banal avide d'un quelconque pouvoir, de femme ou même d'argent. Le Joker, c'est la réponse à la justice, à l'idée du bien et du mal, c'est surtout une réponse à Batman. You idiot! You made me, remember? A mon sens, il ne suffit pas de prendre un gangster, de lui donner un côté excentrique et bling bling pour en faire un bon Joker. Pour moi, ça ne marche pas. D'ailleurs, regardez cette séquence du Dark Knight qui explicite clairement l'idéologie du personnage. I'm only burning my half. All you care about is money. This town deserves a better class of criminals. Là, on voit clairement l'incompatibilité avec le côté bling bling du Joker de Suicide Squad, d'autant plus qu'il y a un propos politique très fort derrière cette action. Voilà un peu ce qu'on doit avoir en tête avant d'aborder le film Joker. Il y a eu d'autres Jokers et le Joker est issu d'un monde de comics mais aussi cinématographique. Du coup, voyons comment le Joker de Todd Phillips s'en sort. Et pour ça, on va commencer par, classiquement, le résumé de l'action. Arthur Fleck est un humoriste un peu raté et dépressif, travaillant comme clown pour animer des spectacles de rue, pour vendre des produits ou encore pour égayer la vie de quelques malades. Il est cependant victime d'une maladie qui le contraint à rire aux éclats quand une émotion forte le submerge. C'est un rire compulsif qui prend à certains moments du récit la place de pleurs. Entre persécutions quotidiennes, une quête identitaire profonde et la recherche de sa place dans la société, le personnage subira de nombreuses évolutions au cours du récit avant de devenir l'idée du mal et du chaos qu'est le Joker. Alors avant d'entrer dans l'analyse profonde du film, j'aimerais quand même vous dire deux mots. Je vais essayer de faire comme ce que j'avais fait pour le manga Parasite. Je vais pas trop vous spoiler l'action, en donnant plutôt des idées générales sans rentrer vraiment dans le détail. En revanche, à la fin de la vidéo, il y aura une analyse de séquence qui spoilera à un moment du film. Au pire des cas, vous sauterez ce passage. Bon, ben c'est parti! Pour commencer, avant tout, parlons de narration. Quand un film décide de vous faire épouser un point de vue, cela passe soit par des effets de mise en scène, soit par une simple déclinaison du récit. Dans celui-ci, on ne suit que le personnage d'Arthur. Et petit à petit, une forme d'empathie se crée qui viendra prendre une valeur décisive quant aux choix moraux du personnage et leur appréciation de la part du spectateur. Ainsi, entre persécution, meurtre justifié et côté un petit peu dérangeant, on va prendre de plus en plus pitié du personnage tout en épousant son point de vue, ce qui va nous faire comprendre sa position.
Quand enfin il s'émancipe de sa condition pour devenir autre chose, un symbole, on irait presque jusqu'à accepter celui-ci et le voir comme le flambeau d'un monde en détresse. On comprend qu'une arme devient une nécessité, on comprend que la violence est parfois la seule solution, et ceci malgré les valeurs morales dans lesquelles on croit. Le film joue constamment avec la définition du mal et du bien et le jeu des valeurs morales, ce qui par moments peut nous faire prendre un contre-pied et surtout peut jouer avec notre propre ambiguïté. D'une certaine manière, c'est comme si par identification avec le personnage principal, on prenait sa place, et du coup on se mettait à plus ou moins être d'accord avec ce qu'il incarne et son propos. Le temps de l'action filmique, du moins en tout cas. Et ça c'est une forme narrative que le film exploite jusqu'au bout et qui nous permet de nous poser des questions vis-à-vis de nos propres rapports à la morale et aux notions de bien et de mal en construisant un symbole. Et d'ailleurs, en parlant de symbole, le film travaille la question du personnage devenant un symbole d'une façon assez intéressante. Au fur et à mesure que le personnage commet des méfaits et que son apparence de clown prend une dimension subversive au sein de la population intradiégétique, mais aussi vis-à-vis des spectateurs, ce n'est nullement le fait du personnage directement. Il ne devient pas un symbole de chaos volontairement en ralliant des gens à sa cause et en se déclarant comme symbole, mais c'est le monde qui utilise son image comme visage d'un dysfonctionnement, symbole qu'il acceptera et qu'il finira par mener. À dire vrai, je trouve ça quand même curieux parce que ça se rapproche plus d'un traitement de super-héros qu'un véritable traitement de vilain. En effet, souvent, ce n'est pas dans le but strict de devenir un symbole que les héros font ce qu'ils font. Ils acceptent le poids de leurs responsabilités qui leur incombent et décident de faire le bien. Alors que le méchant, lui, va chercher à se faire connaître car il a conscience qu'être un symbole est un outil pour sa quête. Arthur Fleck, dans la construction du récit, sauf peut-être à la toute fin, il n'est pas du tout dans cette dynamique de conscience d'être un symbole, il se laisse plutôt porter par les événements. Et c'est, je dois dire, peut-être le seul réel défaut du film. Joker ne se dévoile plus comme un antagoniste à l'idée de héros, mais davantage comme un anti-héros. Ses meurtres étant souvent justifiés par des raisons morales ou des souffrances personnelles, le Joker de ce film est bien plus proche d'un Punisher que de la profonde idée de mal et de chaos qu'il est censé incarner. Après, c'est un point de vue qui est éminemment subjectif. Si je vous dis ça, c'est en comparaison aux comics qui existent déjà et aux films aussi, où le Joker est vraiment une idée du mal. Là, comme on est un petit peu loin de ça, c'est une toute petite déception, mais ça n'enlève rien aux qualités du film interne à l'œuvre. En vous parlant de subjectivité, je trouve que le film travaille quand même cette idée de rapport à autrui et à la société de manière assez intéressante. Tout ce que vous êtes, tout ce en quoi vous croyez est bâti par et pour la société. Entre influences religieuses, effets de socialisation primaire et secondaire, conformisme de survie, votre psyché est formatée par le monde dans lequel vous vivez. Il n'existe aucune valeur morale absolue. Le mal, le bien, tout ceci n'est que le résultat de croyances humaines. Sauf si bien évidemment vous accordez une ascendance divine. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. Et en mettant le divin de côté et en s'intéressant un peu plus à la fiction, je trouve que c'est de là que les marginaux tirent leur puissance narrative. Du personnage de Meursault dans L'étranger d'Albert Camus au monstre de Victor Hugo en passant par le bossu de Notre-Dame ou l'homme qui rit, les marginaux ont ce point commun de révéler les attraits les plus vils du monde faussement moral. En prenant un recul certain, on ne fait que mieux constater l'absurdité du monde. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on peut en dire. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. Avec cette idée des marginaux qui ont une vision différente de la société et des individus lambda qui essayent de tout rationaliser, le rire dans le récit du Joker prend une toute autre dimension. Il est bien plus qu'un marqueur émotif, il s'appréhende comme un outil permettant de révéler la noirceur de l'individu. En effet, la nature compulsive du rire d'Arthur le place dans une objectivité totale. C'est maladif. Il ne fait pas exprès, c'est pas volontaire. Ce qui posera problème, c'est comment ce rire est perçu. Comme folie, comme moquerie, comme une prise à la légère d'un fait qui ne l'est pas. Le rire a toujours plus ou moins eu cette puissance de dédramatisation qui, chez l'autre, provoque la gêne ou l'altérité. Le rire cache une arrière-pensée d'entente. Je dirais presque de complicité avec d'autres rieurs, réels ou imaginaires. Ainsi, pour reprendre le rire d'Arthur Fleck dans le Joker, lorsque l'autre, l'individu extérieur au rire, ne le comprend pas, il va tout de suite s'amuser à l'interpréter, à lui donner une rationalité, et il va peut-être se sentir visé, s'imaginer caricaturé, penser qu'on se moque de lui. Et là, c'est son honneur qui parle. Dès lors, ce n'est plus l'humain qui agit, mais l'animal.
Et ce ne sont pas des choses exclusives à la fiction. Le bâchage de certains humoristes, Dieudonné en tête, dont le credo est « il faut rire de tout », révèle profondément dans sa marque provocatrice l'absurdité des valeurs morales. La morale, c'est la religion laïque hein, aujourd'hui. De la merde, comment on fait maintenant? Ben, c'est la nouvelle religion, tais-toi. C'est comme ça aussi ou ça a changé ça? Ah c'est comme ça? D'accord. Le rire est une arme de subversion, capable de maintes choses, et parmi elles de nous faire muter afin de s'adresser à la bête qu'il y a en nous. Ce qu'on peut retenir de l'utilisation du rire dans ce film, c'est dans un premier temps comme révélateur des pulsions, et dans un second temps comme pouvoir subversif. Qu'adviendra-t-il si à cause de ce livre, l'homme cultivé déclarait tolérable que l'on rit de tout? Le monde retomberait dans le chaos. Alors bien sûr, je vous parle de mutation, je vous parle de rire, mais tout ça n'aurait pas la même puissance si ce n'avait pas été interprété par l'un des meilleurs acteurs de notre génération, Joaquin Phoenix. Et il serait stupide de ne pas dire que l'acteur a opéré pour ce film sans doute l'une de ses plus incroyables transformations. D'abord physique. Il a su modifier son corps pour s'approcher d'une déformation qui suscite immédiatement l'étrangeté, l'interrogation, voire même le dégoût. Une posture qui appelle à l'étrange, dont on aimerait découvrir l'origine. Une voie vers les paysages de l'esprit en somme. Le jeu d'acteur quant à lui n'a rien de profondément révolutionnaire ou même extraordinaire, mais il s'y investit tellement et donne tant pour son rôle qu'à mon avis on pourrait le mettre largement au même niveau qu'un Heath Ledger ou qu'un Jack Nicholson. Vous y ajoutez également l'importance d'un visage légèrement différent avec un détail qui pousse notre esprit à se souvenir de lui davantage comme une icône qu'un individu. Et c'est alors qu'on saisit toute l'importance visuelle et plastique d'un visage. Un autre élément qui est pour moi essentiel à la compréhension du film, c'est de savoir qu'il s'inscrit dans une certaine histoire du cinéma. On peut tout à fait l'interpréter comme un descendant des films comme Taxi Driver de Martin Scorsese, clairement quand même assez explicitement cité dans le film, mais aussi avec des films plus récents comme A Beautiful Day, toujours interprétés par Joaquin Phoenix. Et ce qu'il y a de fou, c'est de se dire qu'on marie tous ces éléments qui sont plutôt des films d'auteur, avec un certain propos politique, avec une réelle dimension à l'attachement du mythe super-héroïque. Et pour y revenir, quand on sait l'incroyable potentiel réflexif d'un univers sombre aux allures de hardboil qui est celui de DC Comics, j'étais vraiment heureux lorsqu'en 2015 j'avais vu une démarche réelle vers un propos dans Batman vs Superman, librement adapté du Dark Knight Returns de Frank Miller. Mais bon, encore une fois, comme le film a rencontré d'autres problèmes, il n'a pas fait un succès unanime. Alors que là, le Joker, c'est le cas. Succès public et critique pour le film, l'acteur Joaquin Phoenix a obtenu un Oscar. C'est juste incroyable, c'est une consécration d'un certain cinéma. Et pour moi, j'espère vraiment que ça sera la naissance, l'avènement d'un peut-être renouveau pour DC Comics, qui commence peut-être à se rendre compte des véritables puissances que peut déployer son univers. Bien sûr, ça reste un film. Qui dit film dit langage cinématographique, compréhension et expression des images, inconsciente ou non. Du coup, pour ça, on va essayer d'analyser un petit peu ensemble une séquence qui pour moi est essentielle à la compréhension du film, car c'est l'un des nœuds de l'intrigue, et c'est ce qui va littéralement lancer le personnage. C'est parti. Dans cette séquence, alors que le personnage d'Arthur Fleck se fait agresser dans le métro par des jeunes hommes d'affaires, la balance change complètement lorsqu'Arthur en élimine 2 pour se défendre, et tire sur le 3e alors qu'il s'enfuit. Et là déjà, il y a tant à dire. La lumière clignotante amorçant la tension dramatique, le jeu fébrile de Joaquin Phoenix qui le place en victime, tout en montrant sa force par l'absence d'expression de la douleur. Puis après les premiers coups de feu, la lumière semble prendre un rôle complètement différent. Joker étant tout seul dans le cadre, elle joue comme un désordre mental, une forme d'épilepsie interne. Et là, l'innocence meurt. Elle fait place au calcul froid et certain d'un homme qui a déjà pris sa décision. Un nouveau coup de feu retentit alors. L'individu rampe jusqu'à l'escalier, mais 3 autres coups de feu viennent en finir alors qu'il essaye de gravir les marches. L'acouphène assourdissant de l'arme à feu reste et fait vibrer son esprit. En tuant ces hommes, symbole violent du capitalisme, il monte les marches de la grandeur, laissant les faibles en bas. Il amorce alors la compréhension de son geste ainsi que de la portée de tout son acte, tout en s'extirpant de l'obscurité des profondeurs du métro, donc de la ville.
entre une courte plongée puissante et une ombre portée qui marque déjà le symbole qu'il est devenu et qui le dépasse. Après une course frénétique, il s'enferme dans un nouvel espace qui s'interprète alors différemment, comme un espace mental, un temple de l'intimité. Et c'est là que commence le show. Une danse douce et gracieuse qui annonce la naissance du grand spectacle morbide de lutte contre la société. Forcément, c'est pas pour rien que ces éléments sont déclencheurs de la vague sociale du Joker dans le film. Ils sont clés à la compréhension du personnage, mais aussi de toute la dimension subversive du symbole qu'il représente. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le film, et je trouve quand même qu'il a une démarche de réalisation assez particulière, laissant une légère marge, un léger flou sur l'interprétation des plans, des séquences. Je vous ai donné la mienne, mais elle peut être complètement différente de la vôtre, et pour autant, elle ne sera pas nécessairement fausse. Et c'est là toute la puissance du cinéma. Bon ben voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important pour me faire connaître. C'était JJ Angers, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!